Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors, nous sommes en présence de M. Tony Lamba, donc vous êtes candidat à l'élection présidentielle en RDC. L'élection aura lieu le 20 décembre. Avant que mes confrères vous posent des questions, on aimerait d'ailleurs d'abord que vous commenciez à vous présenter. Effectivement, nous sommes des journalistes africains, mais je pense que ce qui se dira ici, ce qui se fera ici, va être regardé par beaucoup de personnes en RDC évidemment, mais également dans le reste du continent et en Europe. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, je suis Tony Lamba, citoyen congolais. J'ai été gouverneur de l'Équateur pendant une année et 6 mois. Nous avons fait ce que nous pouvions pour notre pays. Et élu député national et provincial aux élections de 2018, nonobstant que la CENI avait oublié de publier mon nom. Et l'âge a avancé, on ne peut plus occuper des fonctions de députation, comme j'avais dit, qu'on laisse ça aux jeunes, parce que ça demande de grandes réflexions. Parce qu'être député, c'est apporter des innovations dans les idées, dans les lois. Et nous sommes allés à la magistrature suprême pour porter notre projet nommé austérité. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est votre personnage. Mon personnage. Voilà, vos ambitions, enfin votre parcours déjà, pour qu'on vous connaisse mieux. Et ensuite, quelles sont vos velléités? En fait, est-ce que c'est une façon de prendre une revanche en tant que politique? Non, madame, moi je ne suis pas quelqu'un de revanchard, parce que dans la revanche, on n'obtient rien. Donc, si nous avons décidé d'être candidat président de la République, c'est pour apporter autre chose, apporter ce que nous avons déjà expérimenté quand nous étions gouverneurs des provinces et l'apporter au niveau national avec les expériences, avec les hauts et les bas que nous avons connus. Donc, nous avons une sorte d'approche différente pour améliorer la cité. Donc, il n'y a pas de revanche personnelle. Pourquoi commencer votre campagne en France? Oui, merci Madame Niki. J'ai commencé ma campagne en France qui est une sorte d'échantillon de la diaspora, parce que depuis longtemps, je me suis toujours battu pour que la diaspora puisse avoir le droit de voter. Donc, nous l'avons obtenu partiellement, parce que ce n'est pas tous les pays où les Congolais sont représentés qui voteront. Et je suis moi-même issu de la diaspora. Je suis moi-même un produit de la diaspora, donc j'ai quitté la diaspora pour aller pour faire un retour au pays et être élu gouverneur. Je suis venu dans la diaspora parce que la diaspora congolaise, ou africaine dirais-je, est le premier partenaire économique de nos pays respectifs. La diaspora joue le rôle que l'État doit jouer. Il y a des amis, des compatriotes qui sont en train de venir, que je vois là, tout le monde vient du travail, mais personne ne me contredira que 65, si pas 70% de leur salaire mensuel rentre au Congo pour soulager les souffrances, pour assister les malades, pour enterrer les défunts, raison pour laquelle on n'a pas d'épargne nous-mêmes ici. J'ai entendu un candidat dire que nous, de la diaspora, nous n'avions pas d'adresse au Congo, nous vivons chez nos parents. Tout ça, j'ai répondu, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je lui ai dit c'est normal qu'on n'ait pas d'adresse, c'est normal qu'on ne construise pas. C'est parce que tout ce que nous gagnons ici, nous faisons le travail que l'État congolais devait faire. Nous payons les études des enfants, nous soignons les malades, nous faisons le travail social que l'État ne fait pas. Raison pour laquelle il était important pour moi de commencer ma campagne à la diaspora, qui est le partenaire économique
le premier partenaire économique pour le développement de notre pays. Parce que si nous calculons tout ce que la diaspora envoie à Kinshasa, Matadi, Bandaka, hein, où je peux dire, c'est plus que le budget de l'État congolais, annuellement. C'est raison pour laquelle je suis venu auprès des premiers partenaires de notre pays pour leur expliquer les plans de l'austérité et que les inégalités sociales dans notre pays doivent cesser. Moi, je trouve inadmissible qu'un ministre puisse percevoir 30 000 $ le mois, alors qu'un militaire au front a 150 $. Je trouve inadmissible qu'un député puisse avoir 21 000 $ le mois, alors qu'un enseignant de l'école primaire qui forme la base même du pays a 100 $ de temps en temps, ou 120 $ de temps en temps. Raison pour laquelle on doit inverser un ministre, quand moi je serai élu dans les plans d'austérité que nous avons, tout en diversifiant notre économie. Les ministres auront un salaire de 3 000 $, un député 2 000 $ pour les députés de Kinshasa. Ceux qui viennent de l'intérieur, ils auront 3 500 $, parce que les 1 500 serviront pour les loyers. Le président de la République aura 10 000 $, pas 2 millions de dollars pour un pays pauvre comme que nous sommes. Les Sénats, le président du Sénat ou les sénateurs, ils n'auront plus les 50 000 $, ils auront 5 000 $ parce qu'ils ont pris de l'âge, ils ont plus de besoins que d'autres, mais des besoins de santé. Raison pour laquelle je suis venu à la diaspora pour leur dire, nous comprenons les efforts que la diaspora fournit pour nous éviter des crises sociales. Nous comprenons ce que la diaspora subit pour leur retour. Et dans les projets de l'austérité, l'argent que nous allons baisser, diminuer dans le salaire des ministres, tout ça, des gouvernements, il y aura une part qu'on mettra pour préparer le retour de ceux des nôtres qui voudront bien retourner au Congo, et avec des facilitations, des taxes, des douanes, tout ça pour encourager le retour au pays. Voilà, chose promise et chose due, nous sommes sur Adiloa TV, dans votre émission, ce que nous avons appelé élection 2023. En face de nous, nous avons le gouverneur, l'ancien gouverneur, candidat à l'élection présidentielle, le numéro 7, Tony Cassius Bolamba. Monsieur Bolamba, bonsoir. Bonsoir, Adi. Il faut quand même dire que vous êtes le premier candidat de venir parler, échanger avec le journaliste de la diaspora, à savoir que c'est pour la première fois que la diaspora congolaise va voter. Et donc, vous êtes le premier. Monsieur Bolamba, vous parlez de la présidence. N'oublions pas que une personne lambda, ça c'est facile, mais pas vous. Vous avez à gérer. Vous avez les affaires. Là, vous chantez le salaire, vous avez parlé là, le salaire, le soldat, le militaire et tout et tout. Vous étiez gouverneur dans l'Équateur. C'est quoi votre réalisation? Est-ce qu'aujourd'hui, je donne une chance? Oui. Parce que là, la diaspora va voter. Les Congolais n'oublient pas de choses. Par le Congolais, votre bilan à l'Équateur. Si vous montez, vous perdez. La vérité, il faut peut-être comprendre. Vos réalisations à l'Équateur, la diaspora va voter. Nous vous écoutons. Vous savez, Adi, merci beaucoup pour la question. J'estime que la plus grande des réalisations que j'ai faites à l'Équateur, j'ai enlevé les tribalismes. Je reste le seul gouverneur qui avait des ministres du Bas-Congo et du Kasaï dans mon gouvernement. J'ai fait réintégrer l'esprit de la nation aux Équatoriens. C'est la plus grande réalisation pour moi que j'ai faite. Sans parler de la lutte contre la corruption, sans parler de la lutte contre le détournement des deniers publics, sans parler de l'esprit de l'austérité que j'avais mis en place. Je vais dire aux Congolais de la diaspora et d'ailleurs, surtout de la diaspora que je regarde en face à travers vous, quand moi j'étais gouverneur, j'ai baissé mon salaire de 15 000 $ à 5 000 $. Et j'ai mis mon gouvernement en austérité dans les plans que j'avais tracés pour l'Équateur. Ça nous a permis de donner l'éclairage public à nos populations. Ça nous a permis à réaliser les peu d'infrastructures que nous avons mises en place. Cela nous a permis
à redonner le respect à l'Équateur. Quand j'étais gouverneur, on a respecté l'Équateur. Et quand je serai président, on respectera le Congo. Je vous regarde en face et c'est ce que j'ai dit au Congo. Je ne veux pas garder le micro pendant longtemps, les collègues sont là. Mais si on me redonne encore le micro, les questions, j'en ai des milliards. Vous allez devenir président. Si jamais. Où sont vos députés? Partons du principe que vous êtes aujourd'hui président. Si vous n'avez pas l'Assemblée, comment vous allez fonctionner? Ou bien on se dit, bon, chancelier Obama, pourquoi pas? Un tel a posé sa candidature, bon, moi aussi je peux me permettre. Après, on se dit, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se dit candidat, comme ça, il se lève le matin, il se dit candidat. Tout le monde se dit candidat, mais tout le monde ne peut pas battre campagne. J'avais déjà dit ça. Et j'avais dit, ceux qui battront campagne ne seront qu'à 4. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il y aura les présidents, il y aura le gouverneur Katoui, il y aura Mukwege et il y aura mon 4. C'est ce qui est en train de se faire. Et ça se fera comme ça. Parce que je connais vous êtes entendu comme ça? Non, je connais les rouages et les recoins de la politique de mon pays. Raison pour laquelle tout le monde peut déposer sa caution, mais tout le monde ne battra pas campagne. Campagne présidentielle, ce n'est pas campagne des chefs des rues, c'est la campagne présidentielle. J'avais dit à votre collègue, à M. Lusakwen, je commencerai à la diaspora. Et la semaine prochaine, je commence dans tous les Congos. Vous aurez les images, je ferai tous les Congos. Nord, sud, est, ouest. Tous les Congos. Pour les députés, si j'en ai, quand vous devenez président en Afrique, les pouvoirs c'est présidentiel. Et les députés qui seront là à l'Assemblée deviendront les députés du président. Pour les peuples. Pas pour faire le bon vouloir du président, mais ils vont intégrer l'esprit d'austérité pour faire la loi qui fera en sorte que les salaires baissent, les rémunérations baissent, pour que nous puissions avoir une forme d'égalité sociale dans notre pays. Je parle des choses que moi j'ai expérimentées dans la province. Et on va amener ça au niveau national. Monsieur Tony Bolamba, c'est une grâce pour la communauté congolaise de l'étranger d'avoir un représentant dans cette course à la présidentielle. Je sais que vous avez déjà osé par le passé déjà à poser votre candidature pour la présidentielle. Alors, vous êtes arrêté au milieu, mais là vous êtes allé jusqu'au bout. Croyez-vous vraiment que cette élection va avoir lieu? Merci, monsieur, pour la question. Nous avons déposé notre candidature pour la présidentielle parce qu'il y a eu un calendrier qui nous a été présenté par les autorités de la CENI en adéquation avec le gouvernement. Les élections auront lieu dans 19 jours. Au cas où il y a des aléas qui empêcheraient que les élections puissent avoir lieu, nous sommes une nation, nous sommes un peuple. On ne doit pas aller aux élections pour aller aux élections. Pour qu'il y ait des morts, pour qu'il y ait des incompréhensions. Si on doit dépasser d'un jour, de 2 jours ou de quelques jours, il n'y a pas de problème. On va patienter. Le plus important est que nous puissions aller aux élections apaisées. Parce que moi, j'entre en campagne au Congo après 1 semaine. Donc j'ai eu le temps de suivre la violence verbale de tous les candidats. Je n'ai pas eu le temps de suivre les programmes parce que je n'en ai pas entendu. Mais j'ai écouté la violence verbale jusqu'à ce qu'il y ait eu un mort il y a quelques jours lorsque le gouverneur Katoum était en campagne à Kindu. Après 1 semaine, je n'ai rien entendu de concret qu'on propose aux Congolais. Je peux, permettez-moi de revenir, moi je leur ramène les plans d'austérité. Aujourd'hui, ce qui peut sauver les pays, on doit, comme on dit dans nos jargons de Kinshasa, il faut serrer ceinture. Je n'arrêtais pas de dire ça à Nicolas Kazadi depuis le mois de mars, le ministre des Finances. Je lui ai dit que vous étiez les plus mauvais ministres des Finances que le pays n'a jamais connu. On a vendu 2 fois les bons du trésor du pays pour payer les salaires. Et je lui avais dit, tout ce que j'ai dit c'est dans mon tweet, et c'est là. Au mois de mars, je lui ai dit, jusqu'en décembre, le dollar sera 275. Je pense qu'on est à 275. Parce qu'il n'a pas pris des mesures nécessaires pour nous empêcher cette inflation à grande échelle. S'il n'y a pas d'élection, on va patienter. Après, on finira toujours par aller aux élections. Mais le plus important, il ne faut pas qu'il y ait des morts.
Parce qu'il ne faut pas que nous puissions avoir les pouvoirs avec les sangs. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts au Congo. Beaucoup trop de morts au Congo. Il y a certaines personnes qui veulent arriver au pouvoir après des morts. Ça, ce n'est pas ma politique. Si on doit patienter 1 jour de plus, 2 jours de plus, le Congo est né des consensus de toutes les façons. C'est un pays qui est né des consensus. Depuis la table ronde, on a été dans les consensus. On a fait combien de dialogues dans ces pays-là pour apaiser la situation. Le plus important, les élections apaisées. C'est ce qui m'intéresse. Avoir les pouvoirs pour les pouvoirs, après les sangs, ce n'est pas très intéressant pour diriger un pays. Vous avez choisi de briguer la présidence de la République. Oui. Selon les chiffres actuels qui ne sont pas réels, la RDC c'est plus ou moins 100 millions d'habitants. C'est un pays qui est en guerre depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des Congolais de bonne qualité. Il suffit d'allumer la télévision, d'aller sur les réseaux sociaux pour voir quel type de Congolais nous avons aujourd'hui. J'ai l'impression que tous les candidats mettent à la une les chiffres. On parle des milliards qu'il faut générer, on parle des infrastructures, mais on ne parle pas de l'homme, qui doit être au centre de tout ça. Pensez-vous sincèrement qu'en générant des milliards, on peut arriver à améliorer la situation du Congo tant que le Congolais lui-même est de mauvaise qualité? Et si jamais demain, vous aviez la chance d'accéder à la magistrature suprême, par où commencerez-vous? Quel sera votre premier chantier? Merci, M. Kapambi, pour la question. Non, dans les plans d'austérité, on a d'ailleurs mis l'homme au centre. Parce que dans un pays où l'injustice sociale persiste depuis longtemps, c'est que l'homme est négligé. Parce qu'au moment où on parle, il n'y a que 10% des gens qui détiennent la richesse du Congo. Ce sont les mêmes personnes. Ils étaient ministres hier, ils font la guerre, ils redeviennent premiers ministres, ils escroquent ici, ils sont ministres demain, ils arnaquent là, ils sont DG, PCA là. Dans les plans d'austérité que nous devons mettre en place, quand je dis que les enseignants et les salaires, la base d'un État, c'est quoi? C'est la famille. Aujourd'hui, les Congolais essaient qu'il est devenu parce que la famille n'existait plus. La base n'existait plus. Quand les parents n'ont pas de salaire, n'ont pas d'argent, les enfants prennent les dessus sur les parents. Les parents ne savent plus donner des ordres parce que les enfants sont plus riches que leurs parents. Ça détruit les tissus du pays. Aujourd'hui, nos parents qui sont pensionnés, on voit les pensionnés ici en France, ils sont en France. Ils vivent bien, ils partent au Maroc, ils partent en France. Les retraités. Nos parents qui sont retraités, dans les plans que nous devons mettre en place. Donc il y aura l'échelle de répartition des richesses. Moi, je l'ai expérimenté. Ce que je dis, je l'ai expérimenté. Quand j'étais dans la province, il y avait l'argent. Parce que nous avons su répartir les richesses de la province à tout niveau. Et cet argent-là, nous l'avons pour investir dans l'éducation, donc pour faire améliorer l'instruction de l'homme congolais. Nous allons investir en payant les salaires nécessaires aux professeurs, aux enseignants, pour que l'éducation des bases soit rétablie, en payant des salaires aux parents, pour que l'autorité des parents soit rétablie. C'est ça l'ossature même du pays. Donc, dans le plan d'austérité que nous avons mis en place, on n'a pas oublié l'homme congolais. Parce que tout tourne autour de l'égalité sociale. Et l'égalité sociale chez nous, au Congo, pour l'avoir, nous devons éradiquer certains avantages que certains Congolais qui se sont privilégiés de ces pays-là ont. Je sais que ces Congolais ne m'aiment pas. Pour moi aussi, ils savent que je ne les aime pas. Donc c'est pareil. On ne peut pas laisser les pays continuer comme ça. Moi, j'ai été gouverneur. Un jour, je reçois un groupe de gens, des autorités, des soi-disant autorités ou notables de ces pays chez moi. Bon, Madame Bieke parle pas lingala, tout le monde parle lingala ici. Hein. Bon, moi, là, je vais interpréter. Oh, l'enfant, comme tu es devenu un dirigeant, il faut tout tirer à bateau dans les bazar. Il faut laisser toujours ces gens-là tels qu'ils sont. Mais je les regarde vraiment. Donc je me dis, non, c'est ça la nouvelle que vous êtes venu à les sortir de chez vous. Après, ils disent que je suis fou. Il ne faut jamais aimer la justice. Donc on est humain.
Qu'est-ce qui se passe chez nous, par exemple, à l'Équateur? Un groupe de gens ont pris la province en otage. Pour diriger les peuples, il faut les laisser dans l'obscurité. Ils ne veulent pas qu'il y ait la lumière. Parce qu'à partir des 18h, ils allument des groupes électrogènes, ils mettent la télé. Alors vous verrez des papas comme nous ici. On prend des chaises, on met sur la tête. Vous avez vu à quel point ils ont abruti cette population. Le problème que moi j'ai avec ces gens-là, c'est ça. Donc ils ont détruit l'humain. Ils ont réduit l'humain en néant. Une maman qui perçoit son salaire, mais le salaire 120 000 francs congolais. Dans les systèmes de mafia qu'ils avaient mis en place, la pauvre maman, dans les fiches de paye, ils enlevaient 1 0. Donc à la place de 120 000, la pauvre maman ne percevait que 12 000. J'ai mis fin à ça. J'ai mis fin à ça. J'ai des vidéos ici que je peux vous montrer quand je rentre, parce que tous les 3 mois, moi je vis à l'Équateur. Tous les 3 mois, je vis à l'Équateur. Donc je parle de la question de l'homme. Quand évoqué M. Kapambi, comment on a réduit l'homme congolais à 0 par les détournements. Il n'y a que 10% dans votre pays des gens qui ont l'argent du pays. 10% des gens qui ont l'argent du pays. 10%. Quand j'ai voulu mettre en place les chambres froides, par exemple, j'ai commandé des chambres froides solaires. Vous savez ce qui s'est passé? Tous ceux qui amènent des vivres frais, les Libanais ou les Indiens, ils ont financé tous les journaux pour me dénigrer et faire des diffamations contre moi pour décourager les projets. Pour décourager les projets. Mais je n'étais pas fatigué. J'ai continué dans les projets que nous avons laissés. Mais depuis que je suis parti, les projets du parc solaire, du parc éolien, c'est resté en berne. Personne ne s'en occupe parce qu'on veut laisser l'homme dans les noirs et continuer à mater ces gens-là. On a mis l'accent sur l'homme pour conclure, pour revenir à ce que M. Kapambi a posé comme question. On a mis l'accent sur l'homme. Tout se fera partie de l'austérité. L'austérité va engendrer l'égalité sociale. L'égalité sociale va rétablir les ordres dans les familles. L'égalité sociale va rétablir l'ordre dans l'éducation. Ça, c'est la famille. Et l'ordre dans l'instruction, ça, c'est les écoles. Quel sera votre premier chantier? Mon premier chantier, c'est ça. J'arrive, je mets directement les pays en austérité. Il n'y a pas, je ne vais pas vous amener une Bible comme d'autres disent, il faut 16 milliards pour... On n'a pas besoin de Bible. Ce qui me fait rire des fois au Congo, je me réveille un matin, je regarde à la télé, ah non, l'Union européenne vient de faire un don de 2 millions d'euros pour rétablir l'eau. Et le soir à 18h, quelqu'un m'appelle, ah, il m'a 10 millions, il a 10 millions. Donc on nous a fait un don de 2 millions, mais il y a des individus par jour qui volent 100 millions. Mon premier chantier, quand on fait les plans de l'austérité, les magistrats seront bien payés au Ibi Bakangiu. Donc tu n'auras plus moyen de corrompre, parce que les magistrats lui-même ont déjà l'argent. Tout partira de l'austérité pour rétablir l'égalité sociale. Dès qu'on remet en place l'égalité sociale, c'est là qui boostera notre pays. Mon premier chantier et mon dernier chantier et mon chantier de tous les jours, ça sera l'austérité. Je ne vous amènerai pas une Bible pour dire il faut 16 milliards pour arranger les cours. L'argent qu'on cherche est là. On n'a pas besoin d'aller chercher l'argent à FMI, Banque mondiale. L'argent est là et détourné tous les jours. On construit des immeubles, on épouse 5-6 femmes. L'argent là est là, au Congo. Je suis toujours sur ma soif, monsieur le gouverneur. Parce que je suis toujours sur ma soif parce que la qualité de l'homme, c'est ce qui fait la grandeur d'un pays. Oui. Et aujourd'hui, le Congolais que nous voyons, c'est un Congolais qui est de mauvaise qualité parce qu'il n'a pas reçu la bonne formation. Aujourd'hui, on se réjouit d'avoir la gratuité de l'enseignement, par exemple, mais c'est quel enseignement? Oui, mais c'est les ça. Programmes, si vous permettez, Je vous en prie, je vous en prie. Les programmes ne sont pas en adéquation, ne sont pas plutôt en adéquation avec les besoins réels du développement du pays. Tout est décalé. On envoie les enfants, on dépense des milliards pour former des gens incomplets, incompétents, qu'on met sur le marché de l'emploi, et qui ne savent pas
quelqu'un qui a un diplôme d'informaticien qui ne sait pas allumer un ordinateur, par exemple, mais il a passé 5 ans, il a fait payer l'argent à ses parents, et il est dans un bureau, il ne sait pas allumer un ordinateur. Mais c'est ça ce que j'ai dit, mais permettez-moi de vous interrompre, s'il vous plaît. Quand on mettra notre plan d'austérité en place, les enseignants, les professeurs seront mieux payés et on leur exigera les travails de qualité aussi. Rémunération, travail de qualité. Les parents, les familles seront plus stables. Parce que l'école, c'est une bonne chose. Mais l'école ne fait que compléter l'éducation que nous recevons chez nous à la maison. L'instruction, on complète. Donc nous venons avec nos bases à la maison, école primaire chez nous, secondaire, université. Donc maintenant les bases même, les familles n'existaient plus, on a détruit les familles. Comme les familles n'existaient plus, c'est toute une chaîne et ça suit. On va investir dans l'enseignement, dans l'éducation, dans les familles. Donc c'est la chaîne qui va suivre parce que les pays utiliseront cet argent pour rétablir l'ordre social. Le plus important, c'est rétablir l'ordre social et tout suivant. M. Norbert Mbouboudjo, une question à 3 volets. Commençons par le passé, parce que votre passé comme gouverneur de l'Équateur ne va pas vous échapper. Très bon passé. Pourquoi est-ce que vous avez alors été, entre guillemets, chassé du gouvernement de l'Équateur si vous avez été J'ai été chassé par les PPRD parce que je suis incompétent dans les vols. Et ils ont la compétence de voler, moi j'en ai pas. Donc les jours où il y aura des écoles où on apprend, où j'apprendrai comment voler les peuples, peut-être je serai compétent comme eux. Une question du présent. On voit la campagne, comment est-ce qu'elle a démarré à plusieurs vitesses. Comme vous avez dit, on voit certains candidats qui sont à la vitesse supérieure, d'autres à la vitesse inférieure. Est-ce que vous avez les moyens de votre propagande? On ne va pas vous voir un jour atterrir, je ne sais pas où, et vous commencez à clamer que vous n'avez même plus de pirogue pour traverser. Et comment allez-vous réagir si le pouvoir en place vous met les bâtons dans les roues et que vous ne pouvez même pas avancer? Et puis, nous savons qu'il y a toujours le jeu des alliances. Hein? Oui, est-ce qu'on se prépare qu'un jour, qu'on vous voit dans un camp ou dans un autre? La dernière question, vous venez de la diaspora. Vous êtes de la diaspora. Or, on sait la qualification négative aujourd'hui de la diaspora, commençant par celle conglomérat des aventuriers menée par l'AFDEL, celle qui est actuellement menée par l'actuel président. On ne peut plus, en fait, chacun voit ce qu'elle vaut, ce que vous maintenant, quand vous rentrez, allez vous amener aussi la vôtre qui sera différente et vous-même aussi, venant de ce carcan-là. Comment allez-vous blanchir cette image de la diaspora? Voilà. Merci beaucoup, beaucoup Norbert, pour ces questions. Je comprends votre inquiétude. Vous savez, il y a, je pense, 2 ans ou 3 ans, j'étais avec M. Pouloulou, qui est ici, Radio Mangembo, dans une interview, c'était où? Dans le 8e, dans une interview. Il avait soulevé la même question. Et moi, j'ai un concept que j'ai mis en place sur la diaspora. Dans la diaspora, on a 2 types de la diaspora. On a la diaspora des vivants et des habitants. Je vais m'expliquer. Je vois mes sœurs compatriotes ici, mes mamans, ça c'est la diaspora des vivants. Donc les gens qui contribuent, ça c'est des vivants. Vous voyez, beaucoup de gens sont venus en retard ici parce que c'est des vivants. Les habitants, les habitants se réveillent maintenant. Après, à 4 heures, ils dorment. Malheureusement, les habitants sont plus nombreux que nous les vivants. C'est eux qui ont la chance
de prendre les pouvoirs, les habitants. Quand un habitant prend les pouvoirs, il appelle Baninga Namasanga, Kebanganda, raison pour laquelle les pays a une mauvaise image de nous. Mais les vivants, je vois mon aîné qui est ici, lui il est médecin. Donc on a beaucoup, vous savez, vous connaissez les avions bombardiers, tout le monde connaît. Celui qui dessine les avions bombardiers, c'est un vieux Zaïrois au Canada, un vieux Congolais. Donc on a des compétences dans le monde. On a vraiment des compétences. Mais des vivants, mais ils ne sont pas nombreux. Mais les habitants sont plus nombreux que nous. Donc dans la diaspora que nous aurons, on aura la diaspora des vivants. On n'aura pas la diaspora des habitants. Donc c'est ça pour répondre à votre question. On a deux diasporas. Il faut toujours dire aux gens, on a deux diasporas. Donc là, vous faites allusion par rapport à cette diaspora qui est autour du pouvoir actuel. Oui, moi j'ai toujours dit que le président n'était pas bien entouré. Je l'ai toujours dit. Pourtant, moi je suis parmi les fondateurs de l'Union Sacrée. Parmi les pionniers de l'Union Sacrée. Et je me suis retiré parce que c'était devenu une sorte de blanchisserie des voyous. Donc vous volez l'argent comme les Willy Bakonga, l'argent des écoles des enfants. Vous pouvez voler même l'argent de tout ce que vous voulez. Mais l'argent pour l'éducation des enfants, et vous venez, vous fouillez, on vous arrête à Brazzaville, on vous ramène à Kinshasa, et vous allez dans la blanchisserie Union Sacrée. La deuxième question par rapport au moyen de votre propagande, et puis est-ce que vous allez un jour faire alliance, parce que c'est le jeu des alliances? Bon, la politique, c'est des alliances. Ou la vie en général. Il y a des alliances entre un homme et une femme, il y a des alliances entre les amis. Si nous voyons que la situation demande que l'on fasse alliance avec tel groupe, ça peut se faire. Mais nous avons tous les moyens pour faire notre propagande. En tout cas, tout. On ne va pas se vanter ici. Comme j'avais dit, il y aura que 4 qui vont battre campagne. Et nous avons les moyens de battre campagne. Ça, nous avons ça. Si vous arrivez dans nos entrepôts, vous verrez que nous avons approximativement 9 tonnes d'outils de campagne, de support. Donc on va battre campagne humblement. Mais nous avons préparé cette élection pour aller jusqu'au bout. Et moi, j'ai fait beaucoup de compromis, mais je ne suis pas un homme de compromission. Faire des alliances dans des compromissions, ça, je ne le fais pas. Ça, je ne le fais pas. Et je ne le ferai pas. Si tu ne sabes, você vão se momento mesmo.